La souveraineté proclamée le 22 septembre 1960 au Mali a-t-elle été entre-temps perdue? À quel symbole renvoie finalement la nouvelle journée de souveraineté décrétée le 14 janvier 2023? Souveraineté durable ou est-on allé trop vite finalement en besogne tant les défis de l'État ainsi proclamé souverain restent importants? Ou souveraineté tout simplement à retrouver, à comprendre comme une lueur d'espoir, à entretenir pour une vraie autodétermination du peuple malien, voire africain. Sans détour, nos deux invités de la semaine vont partager avec nous leurs analyses géopolitiques. J'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter Luc Abaki qui est au plateau. Monsieur Abaki, bonjour. Bonjour Gilles. C'est un plaisir de vous retrouver. Le plaisir est vraiment partagé. Luc est un journaliste togolais, analyste politique. Il sera avec Sogoyou Kegewe. Doyen, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à nos téléspectateurs. Mais surtout à Bamako, oui. à Gao, à Tombouctou, à Kidal. Ils sont très nombreux à vous écouter, à vous apprécier. Oui. Sogoyou Kegewe, ancien ambassadeur, journaliste, lui aussi, pour évoquer donc cette journée de souveraineté retrouvée, proclamée au Mali. Ma première question, justement, Bamako, le Mali a-t-il besoin de proclamer une deuxième indépendance, Luc Abaki? Alors, Mali a-t-il besoin de proclamer une deuxième indépendance? Moi, je pense qu'il faut d'abord comprendre simplement un peu les dirigeants maliens dans leur stratégie de gouvernance. D'ailleurs, dans cette méthode de gouvernance, j'observe simplement qu'ils ont une vision pour leur pays, ils ont un objectif qui est clair, ils ont un dévouement pour créer une conscience nationale autour d'un certain nombre de buts. Et donc, à partir de ce moment-là, vous allez constater que depuis que Assimi Goïta est arrivé, il a décidé d'opérer une forme de rupture avec l'establishment habituel. Et donc, dans cette démarche-là, vous constaterez qu'aujourd'hui, ils ont atteint un niveau qui leur permet de dire qu'il faut qu'ils proclament précisément cette souveraineté. Mais lorsqu'on dit proclamer, c'est qu'ils mettent une idée, un concept, qui est donc la souveraineté retrouvée, en vue justement de créer une conscience nationale autour de ce besoin, en tout cas d'avoir une souveraineté assumée. Ils ont fait un parcours, ils ont cette conscience réelle que le chemin parcouru n'est pas fini, en tout cas ils ne sont pas au bout du rouleau, mais il faut donc trouver un slogan, un concept qui permet de fédérer l'ensemble des énergies autour de cet idéal à atteindre. Et donc, je perçois donc ce besoin, en tout cas cette proclamation, sous ce prisme-là, qui en même temps constitue un défi pour aussi bien les dirigeants maliens que l'ensemble de la population. Et vous allez voir que la journée du 14 n'a pas été choisie au hasard. C'est à cette journée précisément que les dirigeants maliens avaient mobilisé des millions de citoyens maliens dans la rue pour justement se révolter contre les sanctions qui étaient perçues à juste titre comme étant illégitimes, illégales, etc. contre inhumains et dégradants, disent-ils. Voilà. Donc, dans ce contexte-là, saisir l'opportunité de cette date pour essayer de l'immortaliser à travers ce concept qui va cristalliser les esprits autour de ce besoin d'une souveraineté assumée, je crois que c'est de bonne guerre. Oui, mais Kegeyo, Sogoyou Kegewe, Soleyenka, comment vous l'appelez? Olé Soleyenka disait que le tigre ne crie pas sa tigritude. Les Maliens avaient-ils raison de proclamer une deuxième indépendance ou devraient-ils faire profil bas pour travailler dans l'ombre, faire développer leur pays à l'abri de tout bruit? Ta question même contient des vices de procédure. Quelle seconde indépendance? Ils étaient indépendants quand? Quand tu parles de septembre 1960, mais tous les pays francophones d'Afrique doivent lutter pour leur indépendance. Aucun d'entre eux n'est indépendant. Et le Mali fait l'objet de fierté parce que nous avons au Mali un président qui n'est pas allé serrer les pinces aux locataires de l'Élysée
pour se faire confirmer président. Parce que dans nos pays, vous élisez un président. Dans les 2-3 mois qui suivent, il n'est pas reçu à l'Élysée. Ses propres compatriotes se disent qu'il n'est pas président. C'est un demi-président. On a un président qui assume sa présidence sans avoir besoin de se faire pincer les doigts par un blanc. Parce que le complexe, c'est quoi? Si le blanc ne dit pas que c'est bon, les noirs estiment que c'est pas bon. Donc, le Mali lutte pour son indépendance, pas pour une deuxième indépendance. Il n'y avait jamais eu indépendance. Parler de souveraineté retrouvée, ça veut dire que... Oui, il parle de souveraineté retrouvée, c'est des formules diplomatiques, parce qu'il n'avait jamais eu de souveraineté. Aucun de nos pays, je dis bien francophones, n'a jamais eu de souveraineté. Parce que vous ne pouvez pas parler d'indépendance sans souveraineté, vous ne pouvez pas parler de souveraineté sans la souveraineté monétaire et financière. Si vous ne gérez pas votre monnaie, vous êtes juste une province d'une quelconque puissance assise quelque part à 2, 3, 6 000, 10 000 km de vous. Il n'y a pas de souveraineté en Afrique. Qui est souverain de quoi? Dis-moi, qui est souverain de quoi? C'est juste si à l'Élysée, on n'a pas préparé des décrets de nomination de président que le président français signe et nous envoie. Vous êtes souverain en quoi? Et donc le seul fait de rompre les relations avec la France suffit pour dire que le Mali a retrouvé sa souveraineté. Comme il a dit, ils se sont fixés un cap, c'est-à-dire un objectif. Ils savent, l'objectif n'est pas encore atteint, mais ils savent d'où ils sont partis et où ils vont. L'objectif, c'est effectivement être un État indépendant, un État souverain, un État libre. Est-ce que vous voyez? Parce que le cas du Mali est une escroquerie géante que les Français ont montée. Est-ce que vous comprenez? On va venir aider le Mali. D'abord, qui a monté ça, c'est le menteur professionnel, la Hollande. Puisqu'il a dit lui-même qu'il a menti aux Russes à propos de l'Ukraine. Donc je peux dire qu'il est un menteur sans l'offenser. C'est un menteur professionnel. Donc c'est ce menteur qui a obligé IBK, leur pantin, à signer. Ce n'est même pas IBK, Diakunda Traoré. Un nom aussi bizarre aujourd'hui qui s'en souvient au Mali. On l'a forcé, il a signé pour que les Français viennent aider les Maliens. Ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Touaregs, les rebelles étaient en train de conquérir le Mali. Eux-mêmes, les Français au Mali se sont transformés en conquérants du Mali, pas pour l'État malien ou l'armée malienne. Eux-mêmes, ils ont conquis Kidal et ils ont dit aux Maliens, aux soldats, vous n'avez pas le droit d'y mettre le pied. Mais quand vous recevez de telles humiliations, sans oublier que les officiers qui menaient la guerre sur Kidal, parmi eux, il y avait un certain Assimi Goïta. Il ne peut pas oublier ça. Comment? Je suis chez moi et je ne peux pas aller où je veux. Depuis quand la France est à Kidal? Depuis quand Kidal est une partie de la France? Ce n'est plus les terroristes qui ont occupé Kidal et qui chassent l'armée malienne. Ce n'est plus les Touaregs. Et même ces terroristes et Touaregs, ce n'est que des mercenaires de la France. Comment vous voulez que des djihadistes tuent des musulmans? Je ne suis pas musulman, mais je me dis qu'un djihadiste qui se bat pour la grandeur de l'islam ne peut pas aller tuer des musulmans. Ben, on a vu des djihadistes tuer des musulmans dans d'autres pays. Mais ils sont instrumentalisés. Oui. Luc Abaki, est-ce qu'il faut comprendre cette seconde souveraineté retrouvée comme étant aussi le piège de la sécession du pays qui a été déjoué parce qu'on a entendu les autorités maliennes dire que la France avait un projet de diviser le Mali en deux? Oui, j'aimerais même rebondir sur ce que le doyen venait de dire à l'instant en ce qui concerne la souveraineté. Lorsqu'on parle du Mali, je crois qu'il faut se souvenir de cette civilisation séculaire, de tout ce qui a marqué l'Empire mandingue, de toute la grande histoire qui a été construite autour de ce peuple-là et qui avait fait précisément de cet empire ou même de l'Afrique la référence du monde. Ça veut dire qu'il y a une histoire qui a été rompue à un moment donné. Il y a une dynamique qui avait été initiée et qui faisait que l'Afrique était la plus grande économie. En tout cas, les empires de l'époque étaient véritablement une fierté pour l'humanité dans son ensemble. Et donc, il a fallu les razzias négriers, il a fallu la colonisation, il a fallu la néocolonisation pour couper justement cette dynamique-là et donc maintenir précisément ces populations dans une forme d'impasse culturelle. Je voudrais m'appuyer sur un propos tenu par le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, à l'occasion de la rentrée diplomatique, où il disait que le problème de l'Afrique n'est pas qu'économique, que l'Afrique n'a même pas besoin d'ajustement
structurel, mais l'Afrique a plutôt besoin d'ajustements culturels. C'est-à-dire qu'aucun peuple au monde ne peut véritablement s'assurer d'une évolution, d'un épanouissement réel, sans s'appuyer sur ses ressorts culturels identitaires. Donc, si aujourd'hui le Mali, les dirigeants maliens parlent d'une souveraineté retrouvée, en tout cas, oui, ils ont parlé de retrouver, c'est qu'ils ont commencé une connexion avec leur histoire. Ils veulent désormais assumer leur identité. Parce que cette identité-là a été galvaudée par tous ces parcours dont j'ai parlé. Et ce qui fait que, du coup, nous avons du mal à croire en nous, en tant que peuple à part entière, créé, justement, comme disent les chrétiens, à l'image de Dieu, appelé à ressembler, en tout cas, à créer comme Dieu a eu à créer. Donc, aujourd'hui, je crois que si les Maliens parlent de cette souveraineté retrouvée, c'est sans doute dans cette ligne-là, parce qu'ils ne veulent plus réfléchir par procuration, ils ne veulent plus agir par procuration, ils veulent assumer leur identité en tant que citoyens, en tout cas nation, à part entière. C'est fondamental aussi bien pour les Maliens que pour l'ensemble des pays d'Afrique, et c'est cela qui peut permettre qu'on puisse parler véritablement de la souveraineté. Et puis si on s'appuie sur cette notion de souveraineté qui avait été développée justement par Jean-Jacques Rousseau dans son contrat social, on se rend compte qu'en réalité, la souveraineté, elle relève fondamentalement du peuple. Et donc, si les Maliens se sont appuyés sur cette journée de 14 janvier, comme je l'ai dit, c'est parce qu'ils ont réussi à faire adhérer la population malienne à une vision. Et donc, ils donnent la preuve qu'en réalité, tous les choix politiques, toutes les actions qu'ils mènent, ils puisent leur inspiration dans l'aspiration profonde de la population malienne, en tout cas des citoyens maliens. De ce point de vue, je pense que c'est un exemple palpable que les Maliens sont en train de donner, en tout cas à nos dirigeants, dans l'espace francophone notamment, de manière qu'on puisse comprendre que si nous tenons véritablement à avoir des pays souverains, indépendants, capables de décider par eux-mêmes et d'assumer leur sort, c'est sans doute la voie à suivre. Voilà, donc c'est l'intervention de la France, le projet de scission, etc. Ce n'est qu'un épiphénomène, à vrai dire, parce que le vrai enjeu, c'est de retrouver l'identité du peuple malien, en tout cas cette identité qui a fait la fierté. Mais la population malienne, est-ce qu'elle doit être confondue à ceux qui sont sortis dans la rue la date du 14 février pour célébrer la journée de la souveraineté vous paraît-elle pertinente pour cet exercice? Elle est d'autant plus pertinente que, comme l'a souligné Luc, c'est la population. Ça marque la date de l'adhésion de la population au travail des officiers des 4 mousquetaires. Dans les autres pays, on célèbre avec fierté les 4 mousquetaires. Et les 4 mousquetaires qui veulent libérer le Mali, eux, on les vilipende parce que leur désir de liberté, de démocratie contredisent les intérêts malsains, méchants, égoïstes de certains pays et même de certains individus à l'intérieur même du Mali. Donc, le jour où la population malienne a marqué son adhésion à la politique de ces réformateurs, ce jour est assez symbolique pour être admis par le jour de l'indépendance. Mais il n'y a pas eu référendum, il s'agit simplement de populations qui sont sorties dans la rue. On ne sait pas ceux qui sont restés à la maison. Mais écoutez, aujourd'hui, nous avons devant nous un pays comme la France où les populations sont sorties dans la rue. Et tu dis qu'il n'y a pas eu référendum. Ceux qui refusent ce que demandent les populations, eux, ils ont fait référendum. C'est de véritables clubs. L'Assemblée nationale en France n'existe pas, le Sénat n'existe pas. Il y a une formule magique qu'on appelle 30 combien ou 40 combien, 3. Et c'est elle que Macron utilise pour embrigader la population française, pour la réduire en esclavage, pour la réduire à la misère et pour la discréditer en Afrique. C'est Macron qui discrédite la France en Afrique. Donc, tu parles de quel référendum? Il y a des gens aujourd'hui qui demandent des référendums en France, on ne les écoute pas, c'est comme si c'était des plaisantins. Or, c'est eux qui ont raison. Regardez dans la guerre d'Ukraine, il y a un seul pays européen démocratique, en l'occurrence la Hongrie, qui a demandé l'avis de sa population. Le reste, qui décide? Mais c'est des oligarques européens. On parle d'oligarques, vous pensez seulement aux Russes et aux Ukrainiens, c'est des oligarques européens qui décident. Il n'y a pas de référendum. L'Assemblée nationale est piétinée, humiliée, le Sénat est oublié et la presse libre est embrigadée, bâillonnée. Des médias sont fermées
Et après, on vient à la démocratie. Nous sommes un pays démocratique. Il y a les droits de l'homme, il y a la liberté d'expression. Tu as la liberté d'expression tant que tu chantes les louanges esclavagistes, négriers, colonialistes de ces gens-là. Mais Sokoyo Kegwe, ce 14 janvier 2022, la population était dans la rue pour dénoncer les sanctions de la CEDEAO, les sanctions que la population a qualifiées d'inhumaines, de dégradantes, d'injustifiées. La CEDEAO n'avait aussi, c'était contre la CEDEAO. Non, n'allons pas loin. La CEDEAO n'avait décrété aucune sanction. C'est Macron qui a décrété les sanctions, qu'il a dit en direct qu'on lui va appeler à Akufo-Addo pour lui dire ce qu'il faut faire. Et il a appelé, il a dit, Akufo-Addo, toi tu n'es pas francophone, tu es un pays anglophone, tu as pris l'indépendance, les Anglais sont partis te laisser la souveraineté de ton pays, tu as ta monnaie, même si tu as réussi à mettre un pays aussi riche que le Ghana en faillite, ok, tu es indépendant, tu es libre, tu gères comme tu veux. Pourquoi toi tu t'associes à la France pour bâillonner les pays africains en Afrique de l'Ouest? Donc, la CEDEAO n'a décrété aucune sanction. La sanction a été décrétée par Macron, imposée à Akufo-Addo, qui a imposé ça aux autres chefs d'État. Et la CEDEAO, je précise que tous les présidents de la CEDEAO n'étaient pas des moutons de Macron. Tout le monde n'est pas dans les combines assassines de Macron. Est-ce que vous voyez? Donc, laisse de côté l'histoire de la CEDEAO. Les Maliens ont compris que c'est un complot monté par Macron. Je ne dis pas la France. Parce que il faut distinguer. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en France. Vous comprendrez que même les Français ne sont pas d'accord avec Macron. Donc, c'est Macron qui a concocté ces sanctions. Parce que, bon, ses amis, le Drian et les autres exploitaient, traillaient, allaient traire le Mali comme une vache à lait. Et il était malade de voir que tout ce lait, tous ces lingots d'or vont échapper à la France. Ce n'est pas le peuple français qui profite de ça. C'est l'État profond, c'est les oligarques. C'est ceux qui alimentent les guerres partout pour qu'on leur ramène et le pétrole, et l'or, et le manganèse, et le diamant, et l'uranium. C'est eux, ce n'est pas le peuple français. Oui, mais Luc Kabaki, souveraineté vis-à-vis de qui? On va en filigrane la France, mais au-delà, est-ce qu'on peut voir aussi les institutions internationales comme l'ONU, comme la CEDEAO, qui étaient décrites dans les rues de Bamako ce 14 janvier 2022? Non, moi je crois qu'il faut comprendre le concept de souveraineté comme étant la capacité des Maliens à décider par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Et ça, c'est fondamental. Maintenant, dans ces collaborations, je crois que dans la politique de ces dirigeants maliens, ils ont toujours été très clairs. Leur problème n'est pas, par exemple, de chasser la France ou de chasser quelques pays partenaires que ce soit. Mais c'est d'établir des relations franches et sincères où chacun tire profit de manière à assumer justement l'épanouissement de son peuple. Donc, quand on parle de souveraineté par rapport aux institutions, le Mali n'a pas pour ambition peut-être de sortir donc, de ce système-là, absolument. Mais c'est de pouvoir définir sa politique, de définir ses priorités, d'assumer ses choix et en lien fondamentalement avec cette triptyque qui consiste d'abord donc à privilégier la souveraineté malienne, à privilégier les choix stratégiques des partenaires, etc. et à privilégier, si vous voulez, les intérêts de la population malienne. Parce que, en vérité, la vocation de tout dirigeant ne se résume qu'à cela. C'est-à-dire que le dirigeant n'a sa raison d'être que à travers le travail qu'il fait dans le but d'épanouir fondamentalement sa population. Et c'est d'ailleurs pour ça que la population met à sa disposition les richesses, en tout cas toutes les ressources dont il dispose en vue justement d'assurer la régulation efficiente de la population. Si le dirigeant comprend cela, forcément, il est obligé de travailler sur l'épanouissement de sa population, sur la capacité de réflexion et d'action de sa population et d'assumer véritablement cette identité-là. Donc, ce n'est pas forcément vis-à-vis des institutions internationales, vis-à-vis même de la France, c'est qu'il faut que la France, par exemple, qui a été le pays colon et qui a joué un rôle pécamineux dans nos milieux, comprenne qu'il a en face des États qui aspirent fondamentalement à être indépendants, à être souverains, à s'assumer comme tels et à prendre leur destin en main. Si la France le comprend, vous allez constater qu'elle aussi sera un bon partenaire pour tous les pays, aussi bien francophones que lusophones, je ne sais pas de quoi. Mais ce qui est certain, c'est que tous les citoyens d'Afrique, en tant que citoyens, ont besoin, aspirent fondamentalement
à leur liberté de choix, à leur liberté d'action, à leur liberté de regard sur la vie, et donc initier tout ce qui leur permet d'évoluer comme étant véritablement des êtres humains à part entière. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Et donc, ces institutions peuvent toujours continuer à collaborer avec le Mali, mais chacun doit pouvoir tirer profit de ce qui est... Monsieur l'ambassadeur, que pensez-vous de la décision du Mali d'animer des leçons dans les écoles sur le patriotisme, la souveraineté, la résistance nationale et la refondation de l'État? Ils sont tout de suite passés à l'action. Tous les pays africains dits francophones devaient emboîter immédiatement le pas à ça. Parce que nous formons des moutons dans nos écoles. Nous formons des moutons dans nos universités. Et on a le diplôme, on est content, intellectuel, machin. Mais on ne représente aucune force réelle pour son propre pays. Est-ce que vous voyez? Mais les gens sont là. Et on ne connaît pas les intérêts de nos pays. C'est pourquoi, par exemple, au Mali, des gens qui se disent maliens s'allient aux intérêts français pour déstabiliser une équipe qui est là pour redresser le Mali. Si ces gens-là, depuis l'enfance à l'école, on leur avait appris qu'au-dessus du Mali, ils n'ont rien d'autre. C'est-à-dire qu'ils ne devaient accorder d'importance à rien d'autre plus qu'à leur pays, le Mali, dont ils portent la culture, ils portent les noms, ils portent... Mais, donc moi je crois que cette décision est salutaire et devait s'imposer à tous nos pays. Mais comment vous croyez que les pays comme le Vietnam ont pu se libérer de la colonisation française et américaine? C'est quoi? Parce qu'on a conscientisé les gens depuis l'enfance à comprendre que c'est le Vietnam ou rien. Les Chinois, comment ils se sont libérés des Japonais? Comment ils se sont libérés de tous ceux qui au 19e siècle étaient allés partager la Chine comme un gâteau? Mais c'est en faisant prendre conscience aux Chinois qu'à part la Chine, il n'y a rien. Ils doivent donner leur vie pour la Chine. Aujourd'hui, les gens ne donnent pas leur vie pour la Chine. Les gens ne sont même pas prêts à payer des impôts pour leur pays. Et comment vous voulez vous libérer si vous n'êtes pas capable de certains sacrifices? Comment vous voulez vous libérer quand les anciens n'apprennent pas à la jeune génération les vrais enjeux de la colonisation? Moi, je crois que j'ai lu quelque part, quelqu'un faisait comme une plaisanterie en disant à l'école, on devait apprendre aux enfants comment on élève les moutons, comment il faut faire ceci, comment il faut cultiver le maïs, comment il faut... Mais effectivement, c'est des choses qu'on doit apprendre aux enfants parce que nous tous, nous ne finirons jamais dans un bureau climatisé comme fonctionnaire. Le fonctionnariat que le système francophone nous a implanté au fin fond de notre cerveau, c'est à l'origine de tous nos problèmes. Les pays anglophones n'ont pas le même problème. Ils n'ont pas le même problème. On leur a appris à se battre eux-mêmes, à créer des entreprises, à travailler pour eux-mêmes plutôt que pour l'État. Et ils s'en sortent. Le système français, il est en train de tomber en ruine. Un système social généreux, parce que naturellement on venait voler tout en Afrique. Tant qu'on vole l'or, le diamant, le café, le cacao en Afrique, on peut faire des systèmes de retraite généreuses. Mais maintenant, Macron a eu la lucidité de dire que le temps de l'abondance, c'est fini. Il a compris, puisque les vaches à lait en Afrique ne se laissent plus traire. Il va prendre où pour faire ses générosités à sa population? Pour la première fois, il avait dit la vérité. Le temps de l'abondance, c'est fini. Seulement, il faut qu'il arrive à expliquer ça aux Français. Les téléspectateurs vont réagir dans la seconde partie de New World Forum, plus de 128 96 46 10 31. Notez bien le contact pour nous envoyer vos contributions, vos questions via WhatsApp. 96 46 10 31. Dites-nous ce que vous pensez de cette journée de souveraineté retrouvée au Mali. Est-ce que dans vos pays, vous nourrissez les mêmes ambitions puisque vous nous suivez de partout dans le monde? Lui, Kabaki, une pause maintenant pour voir concrètement les éléments de souveraineté revendiqués par le Mali. En quoi le Mali est-il souverain aujourd'hui selon vous? Je crois que j'avais déjà effleuré un certain nombre d'actes qu'ils avaient déjà posés. Mais si on va dans le concret, d'abord, dans le communiqué qui annonce le décret faisant de la journée du 14 janvier la journée de la souveraineté retrouvée, ils ont clairement dit, en fait, ce à quoi ils consacrent cette journée-là, qui consistera donc à attiser la fibre patriotique, à célébrer le drapeau malien, à travailler sur la psychologie des citoyens, de sorte qu'ils puissent comprendre que, à part le Mali, rien ne devrait prendre la préséance sur la vie du citoyen malien, etc. Pourquoi tout cela est-il nécessaire? Parce que justement, c'est la voie par laquelle on permet aux citoyens de créer d'abord le creuset dans lequel tout le monde se sentira à l'aise
pour promouvoir donc le vivre ensemble, mais aussi pour créer la richesse qui permet à tout peuple d'évoluer. Est-ce que vous voyez? Donc, à partir de ce moment-là, on comprend clairement qu'ils aient mué vers ce besoin d'enseigner dans les écoles tous ces concepts-là, parce que c'est par là qu'on crée la conscience nationale. Mais je pose la question parce qu'un État, c'est vrai, c'est aussi un État qui dispose de sa monnaie, qui maîtrise sa défense nationale, qui réunit un certain nombre de conditions, qui contrôle son territoire. Tout à fait. C'est un processus. Vous allez constater qu'à partir du moment où on crée cette conscience nationale, autour de besoin de créer quelque chose de rigoureux qui appartient donc au Mali, vous allez voir que si la question de l'éco n'est pas résolue, le Mali va créer sa monnaie. Ça, je suis prêt à parier là-dessus. En ce qui concerne justement la souveraineté la défense liée au territoire, justement, vous voyez tous les investissements qui sont faits aujourd'hui pour outiller l'armée malienne des moyens de défense, des moyens de reconquête de l'ensemble du territoire qui permettent de parler de l'identité Mali. Le Premier ministre Maïga estime qu'en 2 ans, ils ont acquis des armements plus qu'en 40 ans d'existence. Bien sûr, vous avez vu à la veille de la journée de l'armée malienne, ils ont encore montré plus d'une dizaine, d'autres parlent même de plus de 20 avions. En tout cas, on sent qu'il y a un engagement résolu, c'est-à-dire que les dirigeants maliens ne parlent pas tout simplement, ils ne pérorent pas, mais tous les mots qu'ils sortent de leur bouche, ils essaient de les appliquer. Et puis ils sont tellement intelligents qu'ils savent qu'ils ne peuvent jamais prospérer dans cette gouvernance sans l'implication déterminante de la population. Voilà pourquoi même dans tous les discours, aussi bien d'Assimi Goïta que de ses collaborateurs, le Premier ministre, le ministre, le porte-parole, etc., on demande toujours à chaque citoyen malien de jouer sa partition. Le président prend soin de remercier la population et de vanter l'engagement de chaque citoyen et de leur rappeler précisément que c'est par leurs actions qu'ils arrivent justement à mobiliser les ressources et à la répartir selon les besoins, les urgences, etc., etc. Sans la complicité de la population, sans une gestion efficiente et optimale des ressources d'un pays, on ne peut pas envisager justement cette souveraineté-là. C'est d'ailleurs pour ça que cette équipe-là a travaillé sur cette question de corruption. Et aujourd'hui, il démontre clairement que le Mali a des ressources, a des capacités de faire mieux que ce qu'il a eu à faire par le passé, simplement en embrayant sur cette pédale d'une gestion efficiente du bien commun. Parce que les ressources de l'État sont un bien commun. Est-ce que vous voyez? Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'il n'y a plus de débat. Et vous avez vu, en 2 ans, toutes les actions qui ont été menées, le Mali est en train d'inaugurer ou de lancer une industrie de fabrication des produits pharmaceutiques. Et il est en train d'installer au moins 2 usines de filature de coton. Ils sont en train, ils ont réactivé le réseau ferroviaire, parce que si vous ne travaillez pas sur les pôles économiques, si vous n'assainissez pas les finances publiques, si vous ne travaillez pas sur les valeurs de citoyenneté qui permettent justement à chaque citoyen, à quelque poste qu'il est, de comprendre que son travail contribue directement à la vie même de la nation, c'est en vain que vous allez proclamer tout ce que vous êtes en train de dire. Mais ils sont passés même d'ailleurs premier producteur du coton en Afrique. Absolument. Et même il me semble du riz, deuxième, il me semble au niveau du riz. Le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga estime que depuis 2 ans qu'ils sont donc à la charge de l'État, ils n'ont pas besoin d'un seul franc étranger pour payer les fonctionnaires. Est-ce que ça suffit pour dire que le Mali est souverain aujourd'hui? Parce que... Gilles, je ne sais pas, peut-être il faut nous définir ce que c'est que la souveraineté selon ton entendement avant de nous persécuter avec la même question. Parce que ne serait-ce que... Gilles, est-ce que tu t'imagines que Nicolas Sarkozy, le président français, autour d'un verre de champagne avec les Touaregs, leur a promis tout le nord du Mali? Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un peut faire ça au Mali? C'est un signe de souveraineté retrouvé. Personne à Paris ne peut, autour d'un verre de champagne, promettre les 2/3 du pays aux Touaregs, aux terroristes, à Zawad, machin. Personne ne peut le faire. Or, pardon, laisse-moi finir mon idée. Or, cela se fait encore par les mêmes acteurs dans d'autres pays. Regardez la Centrafrique,
qui est d'ailleurs, c'était le premier à vouloir se libérer du carcan néocolonial. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les néocolons? Et on est allé mettre le misérable général Bozizé au Tchad, juste pour qu'il recrute les gens pour alimenter toujours des rébellions. Toi, tu es général. Un général doit avoir un amour parfait et complet de son pays, quoi qu'il arrive. Mais un général de pacotille, tu recrutes les coupeurs de bras, tu recrutes parce que tu veux être président, parce qu'il y a un petit blanc qui est venu te dire, ah tu sais, c'est toi qui devais être président en Centrafrique, ceux-là ils sont ci, ceux-là ils sont ça. Donc là, et les Français alimentent ce genre de mauvais comportement dans tous les pays. Mais si tu regardes le Burkina, je ne veux même pas citer tout le monde, et le Niger, où Bazoum se croit ami des Français. Mais on n'est jamais ami des Français. Si tu es ami des Français, ça veut dire que tu as mis un scorpion dans la poche et un jour ou l'autre, il va te piquer le scorpion. Donc, la France continue ça dans tous les autres pays autour du Mali et tous les autres pays autour du Mali doivent prendre le modèle du Mali et prendre son indépendance, même si l'économie ne marchait pas, même si mais rien ne vaut la souveraineté. Ils n'ont qu'à être indépendants, ils n'ont qu'à gérer leur pays. Parce que dans les pays qui se disent amis de ci, amis de ça, mais on vous ruine. 60 ans d'indépendance, 60 ans de la coopération française, 60 ans de FMI, 60 ans de Banque mondiale, on est où aujourd'hui? On est les plus pauvres, la jeunesse est désorientée, il n'y a pas de travail, les hôpitaux sont malades eux-mêmes. Si l'hôpital est malade, qu'est-ce qui va arriver aux malades? Donc, il faut qu'on sorte avec ça, qu'on se batte, qu'on travaille. On doit appeler nos populations à redoubler d'ardeur au travail et qu'on laisse de côté. C'est pas la peine qu'on accuse qui et quoi, non. Moi, je ne suis même pas dans la logique des accusations. Il faut qu'on se mette au travail. Donc, le Mali peut aujourd'hui parler librement. Mais il y a des chefs d'État en Afrique, le matin, pour le petit déjeuner, il doit demander à l'Élysée combien de sucre il doit mettre dans son café. Vous croyez que c'est des humains? Sacré. J'ai dû fouiller mes poches pour voir si je n'avais pas de... Luc, c'est pas normal. L'implication des Russes dans les opérations de défense du pays, le Mali, ne met-elle pas un bémol à cette souveraineté? Non, mais qu'est-ce que vous appelez l'implication des Russes? J'ai parlé tout à l'heure des partenariats gagnant-gagnant. Oui, mais François Hollande parle de néocolons, les Wagner, qui sont au Mali. Il a raté l'occasion de se taire. François Hollande, c'est celui qui a fait débarquer les forces françaises au Mali en 2013. À la demande, dit-il, de l'État malien. Aujourd'hui, les statistiques sont très claires. De 2012 à 2020, il y a eu au moins 10 000 citoyens maliens qui ont trouvé la mort sous l'action pernicieuse des rebelles, pendant que la force Barkhane, etc., était au Mali. Mais à partir de 2022, en 2022 simplement, le Mali, par son action personnelle, a pu reconquérir au moins 1200 villages. Et 700 000 Maliens ont retrouvé leur lieu de résidence. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour dire tout simplement que cette façon, pendant des décennies où nous avons toujours pensé que nos solutions devront venir de ces puissances extérieures, est une erreur monumentale. Aujourd'hui, vous parlez de la Russie. La Russie est dans un partenariat très clair avec le Mali, où ses prestations sont payées. La Russie n'est pas dans une logique impérialiste ou dans une logique de prédation. Vous parlez de Russie, les autres parlent de Wagner. Mais de quoi ils se mêlent? Nous, on analyse les résultats auxquels sont parvenues les forces maliennes à la suite du départ des forces européennes, en tout cas françaises, etc. Et donc, l'essentiel pour le Mali, c'est de retrouver sa souveraineté du point de vue d'abord de son territoire, mais aussi d'être capable de créer sa richesse par lui-même. Maintenant que des Européens, notamment quelqu'un comme Hollande, qui a beaucoup fauté dans le dossier malien, viennent aujourd'hui accuser la Russie et estimer d'ailleurs que la rébellion est en train de prendre corps, davantage de corps. À quel moment avez-vous encore entendu parler des attaques à l'échelle aussi grande au Mali depuis que les Maliens, en tout cas les forces militaires maliennes, ont commencé à monter en force? Donc je pense que les Maliens sont les mieux placés pour évaluer le niveau d'efficacité de l'action gouvernementale, en tout cas de l'équipe dirigeante actuelle.
pour le reste. Tout ce qui se dit de l'extérieur ne peut qu'être pris comme des péroraisons tonitruantes liées à la mauvaise foi, liées au fait à la jalousie et au fait qu'on refuse d'avoir été renié et d'avoir en tout cas perdu justement le combat au Mali. Sinon, je ne vois pas la France en train d'œuvrer pour le bien-être du peuple malien, pour le bien-être en tout cas des gouvernants maliens, quelles que soient les circonstances et quoi qu'il arrive. C'est une puissance prédatrice, impérialiste, colonisatrice, qui s'est affirmée et assumée comme telle depuis des décennies. D'où vient cette idée qu'aujourd'hui, les Français puissent parler en faveur des peuples d'Afrique? Ce serait quand même extraordinaire. En tout cas, bon, je voudrais bien des témoignages de terrain. Les Maliens sont très nombreux à nous écouter. Est-ce que votre pays va mieux sous la transition? Est-ce que le terrorisme recule? Je voudrais bien avoir des témoignages. Je donne encore le numéro à travers lequel vous pouvez nous joindre via des messages WhatsApp, plus 228 96 46 10 31. Je vais privilégier les messages venant du Mali. Dites-nous comment votre pays se porte aujourd'hui sous la transition. François Hollande dit que les djihadistes sont requinqués et qu'ils recrutent plus facilement parce que Wagner opère des exactions sur le terrain et qu'ils sont prêts à revenir sur Bamako bientôt. François Hollande, c'est une vraie honte pour la France. Et rétrospectivement, on devait le juger, surtout dans ces mensonges crapuleux qui sont à l'origine de la guerre aujourd'hui en Ukraine. Hollande et Madame Merkel, qu'on respectait nous tous, qu'on déifiait même, on s'aperçoit que c'est de gros bandits, partisans de la guerre, partisans de l'élimination de la Russie de la surface de la terre. Ils se sont réunis, ils ont menti, ils ont rassuré Poutine, on fait ci, on fait ça. Non seulement ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire, mais ils ont armé l'Ukraine. Ok, sortons sympa là le sujet. Maintenant, j'entends des gens ici mal inspirés, qui manque carrément d'éléments d'analyse. Ah, vous dites que panafricaniste, vous ne voulez pas la France, mais vous voulez l'esclavage des Russes. Mais si je suis attaqué et j'appelle quelqu'un de venir m'aider, je ne suis pas son esclave. Sinon, les Français seraient aujourd'hui les esclaves de l'Afrique. Quand ils étaient attaqués en 14-18, en 39-45, c'est des centaines de milliers d'Africains qui sont allés se battre pour eux. Est-ce qu'après, les Africains se sont dit, bon, on s'installe dans le pays, on va occuper la France? Non, c'est eux, les Européens là, qui ont cet esprit prédateur. Ce n'est pas la Russie. Nous appelons les pays, appellent la Russie à les aider. La Russie n'a jamais dit qu'elle veut occuper quoi que ce soit. Oui, mais nous, on les a aidés, on n'a jamais occupé le pays. Est-ce que c'est la Russie ou Wagner? Parce qu'aussi bien la France et la Russie, Wagner, ces soldats privés là, il en existe en France, il en existe aux États-Unis, il en existe en Angleterre. Pourquoi Wagner pose problème? Parce que c'est de vrais soldats. Si, au lieu de faire la gueule, ils n'ont qu'à aller combattre Wagner sur le terrain, nous on va voir. Pourquoi ils ne vont pas combattre Wagner sur le terrain? Ça sert à quoi de rester à Paris et de pleurnicher? Lui, Hollande, il n'est pas... Attends, qu'est-ce qu'on peut... Il n'est pas sérieux, il n'est pas honnête, il est inintelligent. Parce que l'histoire, le nom Wagner, moi je l'ai entendu la première fois il n'y a pas plus de 2 ans. Mais dire que la colonisation que la France nous a fait subir, l'esclavage, les guerres coloniales, le massacre des populations en Algérie, le massacre au Cameroun, le massacre dans les autres pays, la néocolonisation, l'occupation de nos terres, notre monnaie kidnappée, nos ressources minières volées, nos sociétés d'État sous prétexte de privatisation ont été volées par les entités, les oligarques français, que Wagner, dont on entend parler il y a seulement 2 ans, que Hollande dit que Wagner est celui qui colonise l'Afrique. Vous croyez qu'il est intelligent? Vous croyez qu'il a quelque chose dans la tête? 2 ans qu'on entend parler de Wagner. Donc la France est absoute de tous ces crimes en Afrique depuis le XIVe siècle. Est-ce que c'est sérieux? C'est eux, j'ai dit ici, que c'est Macron qui rend Poutine populaire en Afrique. Aujourd'hui, c'est Hollande qui veut rendre Wagner populaire en Afrique parce que les Africains ont assez de jugement pour comparer et voir entre ce que Wagner a fait aux Africains et ce que la France a fait aux Africains, où est-ce que c'est plus méchant? C'est tout. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le Burkina semble aller vers la piste russe. Ça veut dire qu'ils ont quelque part constaté une certaine efficacité. Mais comprenons-nous bien. Je crois que le doyen a déjà rappelé un certain nombre de choses.
60 ans d'indépendance, on a toujours évolué sous le joug de la France. Et même dans le contexte du Mali, en tout cas du terrorisme. En 10 ans, j'ai donné déjà les statistiques tout à l'heure. Et puis, en 2 ans, avec ceux-là qu'on dit, oui, c'est des putschistes, etc., ils viennent, ils nouent de nouveaux partenariats et ils ont des résultats concrets sur le terrain. Écoutez, c'est Wagner qui équipe donc l'armée malienne avec toutes les avions, les hélicoptères, tous les équipements, tout ce qu'on est en train de voir sur le terrain. C'est Wagner qui les équipe. Et si c'est le cas, donc ça veut dire que Wagner est une solution appropriée. Je suis heureux de constater que, comme vous le dites, le Burkina Faso commence justement à faire des pas vers son indépendance, à partir de l'instant où les dirigeants burkinabés ont acté le principe du départ des forces françaises. Simplement parce qu'on doit pouvoir avoir une culture de résultat dans la gouvernance de le pays. Ce n'est pas la peine de rester dans les péroraisons, dans des incantations, alors qu'en réalité, les actions de tout dirigeant doivent viser l'intérêt et l'épanouissement du peuple dont il est l'émanation. Mais si, pendant tout ce temps-là, l'action de la France n'a pas permis d'avoir des résultats probants, et qu'on constate que précisément, juste parce que là, il y a une nouvelle collaboration avec un nouveau partenaire, comme la Russie, permet d'avoir des résultats. Pourquoi voulez-vous donc qu'on se confine, qu'on reste dans cette position rigide de dépendance vis-à-vis de la France, alors qu'elle devient en réalité un vrai problème, c'est-à-dire quelle est la cause de toutes les difficultés. Oui, mais une question rapide. Pourquoi pendant toutes ces années, la France n'a pas pu armer l'armée malienne d'hélicoptères, d'avions? Vous avez bien suivi. Au contraire, comprenez tout simplement qu'un pays prédateur, un pays impérialiste n'a aucun intérêt à ce que le pays dans lequel il pille autant de ressources s'épanouisse, ait des moyens de sa défense. Parce qu'à partir du moment où il aura cette puissance-là, ça veut dire que la France n'aura plus sa raison d'être dans un pays comme le Mali, tout comme dans les autres pays. Donc, c'est pour cela d'ailleurs que pendant des décennies, la France a œuvré pour spolier, pour dynamiter la dynamique même d'évolution justement de nos pays, de sorte qu'on soit dans une logique de dépendance et de demande permanente. On dit oui, on va vous apporter un appui budgétaire, on va solliciter, je ne sais pas, les bons de trésor, à quel niveau pour vous assister. Et donc, nous avons tendance à penser que oui, l'aide extérieure, c'est ce qui doit déterminer notre développement. Or, aujourd'hui, le Mali est en train de nous prouver que, mais en réalité, la première richesse de tout État, d'abord, ce sont ses ressources humaines. Et ensuite, c'est dans la gestion de toutes les ressources naturelles, etc., minières et tout, qu'on peut fixer les bases, les paradigmes d'une croissance, d'un développement réel d'un pays. Mais on essaie de nous vider nos esprits de nos capacités, au point où on ne croit même plus à notre potentiel. Vous voyez? Donc je pense que ce travail-là, cette souveraineté doit commencer par là. Dans l'esprit même, il faut reparamétrer l'esprit du citoyen africain. Et qu'il comprenne qu'il n'est pas né pour vivre par procuration, il n'est pas né comme un sous-homme, mais il est né avec tous les attributs qui lui permettent de faire face à la vie et donc de faire des choix qui vont l'amener à évoluer, tout comme les autres. Oui, monsieur l'ambassadeur, certains opposants maliens ne se retrouvent pas dans cette souveraineté retrouvée. Est-ce que c'est une forme de liberté d'opinion ou Non, quelle liberté d'opinion? Quand un pays est en guerre, on s'assied sur les libertés d'opinion. C'est la France qui nous a donné l'exemple. En fermant certains médias, la France n'était même pas en guerre. En Ukraine, la France n'était pas directement en guerre, mais on a fermé la gueule à beaucoup de médias. Donc quand un pays est en guerre, et les gens meurent par dizaines et par centaines, foutez-moi le camp avec ces histoires de liberté d'opinion. Ces soi-disant Maliens, ce ne sont pas des Maliens, c'est les esclaves de la France. Quand des gens ont tant investi en France, des appartements, des ceci, des cela, et de peur de perdre ça, ils sont obligés de faire les toutous de la France. Donc, il n'y a pas un seul opposant. Un vrai opposant, c'est-à-dire que l'opposant, c'est celui qui veut faire mieux que l'homme qui est actuellement au pouvoir. Donc, si un Malien est vraiment opposant, il ne peut pas être pour la France qui a sombré nos pays depuis des années. Et si aujourd'hui, pour revenir sur les Russes
et sur Wagner. Mais si l'arrivée des Russes en Afrique est un mal, mais on le doit à la France. C'est l'incapacité congénitale de la France à mener des combats armés qui a fait que Wagner est venu au secours. Pourquoi les Maliens seraient allés trouver Wagner? Si c'est Wagner. Wagner, on voit Wagner partout. Ukraine, Wagner, partout. Et l'autre, sans oublier que c'est la France qui a ouvert la boîte de Pandore terroriste de la Libye. De la Libye, oui. C'est la France qui a semé les terroristes depuis la Libye. Ça métastase et ça arrive dans nos pays. Donc, il y a l'autre à la tête de tortue chauve là, qui dit que Wagner est quoi, terroriste. Mais Wagner, Prigogine, il a très bien répondu. Il a dit, dans ce cas, désormais, nous sommes des collègues. Hein, c'est une guerre entre des bandits. Et on est prêt. Est-ce que tu comprends? On ne peut pas, disons, s'asseoir sur l'intelligence des peuples entiers et défendre des lignes indéfendables. Si les Wagner sont en Afrique, c'est la faute de la France. Personne n'était jamais allé... Ce n'est pas la France qui forme nos armées. Eux-mêmes, les Français ne sont pas gênés qu'ils aient formé des gens à Saint-Cyr et que les petits djihadistes en sandalettes arrivent à les mettre en déroute, ça ne les gêne pas. Très rapidement, il me semble que je l'ai retrouvé, hein, le leader du Parti socialiste démocrate africain, PSDA, Ismaël Sako, c'est lui qui estime que le Mali n'a pas raison de célébrer sa souveraineté parce que le territoire est à peine contrôlé à 80%, et que les Maliens ont faim. Oui, mais qu'est-ce qu'il a compris dans cette notion de souveraineté, justement? Alors, et qu'est-ce qu'il propose en retour pour que... Est-ce qu'il comprend que le besoin de souveraineté, il est réel? Et s'il le comprend, alors il propose quoi? Et puis donc, c'est-à-dire que cette façon assez curieuse pour nos hommes politiques qui, lorsqu'ils sont dans une position d'opposition, s'opposent à tout et à rien à la fois, sans pour autant faire preuve de fertilité d'esprit pour faire des propositions. On va revenir sur lui, on va revenir sur Ismaël Sako dans la seconde partie, parce que là, on doit marquer une pause. C'est une nouvelle édition du journal. À tout de suite.